Imaginez que vous atteignez votre point de rupture. Ella a fini par craquer. Elle a balancé un lourd seau d'eau glacée, visant droit sur la brute qui la tourmentait. Mais ses mains tremblaient. Le seau a glissé. Il a volé dans les airs et s'est écrasé en plein sur la poitrine de l'homme le plus redouté du royaume, le roi Alpha William. La cour est tombée dans un silence de mort. Alors que l'eau dégoulinait de la cape du géant, ses yeux gris d'hiver se sont posés sur les siens. Pour une fille de traître, cette erreur devrait signifier une mort instantanée. Mais ce que le roi fait ensuite? Personne ne l'avait vu venir. La anse du seau était rugueuse contre la paume d'Éléanore. Elle était usée par des années d'utilisation, mais encore éclatée par endroits. Elle allait chercher de l'eau au puits du village, chaque matin, depuis aussi longtemps qu'elle s'en souvenait. Assez longtemps pour que ses mains connaissent le poids d'un seau plein, sans que son esprit ait besoin d'y penser. Les pavés sous ses pieds étaient humides de la pluie de la nuit dernière. Le bas de sa jupe était déjà trempé, collant froidement à ses chevilles. Elle ne levait pas les yeux en marchant. Elle ne levait plus jamais les yeux. C'était plus facile comme ça. Quand on gardait les yeux au sol, on n'avait pas à voir les gens détourner le visage, ou la façon dont les mères serraient leurs enfants plus près quand on passait. On n'avait pas à voir la haine. Te voilà, fille de traître. La voix venait de sa gauche, tranchante et délibérément forte, destinée à attirer l'attention. Les pas d'Éléanore ont vacillé, mais elle ne s'est pas arrêtée. Elle a continué à marcher, sa prise se resserrant sur la anse du seau. Je te parle, Ella de la meute du fouet épineux. Ou devrais-je dire Ella, la parente du pendu. Elle connaissait cette voix. Thomas, le fils du meunier, un garçon de 17 ans avec une cruauté aussi profonde que la rivière. Il avait une bande de suiveurs qui riaient à tout ce qu'il disait parce qu'ils avaient trop peur de ne pas le faire. Il la tourmentait depuis qu'elle avait 12 ans, depuis le jour où son père avait été traîné sur la place du village, enchaîné. « Ton père était un traître », a crié Thomas, ses pas crissant sur le gravier alors qu'il s'approchait. « Un serpent qui a vendu des secrets au seigneur du Nord. Et ta mère? Elle ne valait pas mieux. Une sorcière qui a empoisonné le conseiller du roi. » Éléanore s'est arrêtée de marcher. Les mots l'ont frappée comme des pierres, chacun familier et usé par des années de répétition. Elle les avait entendus 1000 fois. Elle avait mémorisé chaque variation, chaque mensonge. Mais il trouvait toujours les fissures dans sa poitrine. Il se logeait là comme des échardes qui ne pourraient jamais être entièrement retirées. Elle s'est retournée lentement. Thomas se tenait à quelques pas, flanqué de 2 autres garçons qu'elle reconnaissait du village. Ils souriaient tous, attendant qu'elle pleure, qu'elle court ou qu'elle supplie. C'était ce qu'ils voulaient. C'était ce qu'ils voulaient toujours. « Mon père n'était pas un traître », a dit Éléanore doucement. Sa voix était stable, mais ses mains tremblaient. Alors pourquoi le roi l'a-t-il pendu? Thomas a fait un pas de plus, enhardi par son immobilité. Pourquoi l'ont-ils traîné sur la place et lui ont-ils mis la corde au cou s'il était si innocent? Éléanore n'a pas répondu. Elle ne pouvait pas répondre. La vérité était un nœud emmêlé dans sa gorge, et elle n'avait jamais trouvé les bons mots pour le défaire. Thomas a ri. Tu vois? Rien à dire. Tout comme sa mère, silencieuse et coupable. Ils auraient dû te pendre aussi, tu sais. Peut-être qu'ils le feront un jour. Le seau était plein, lourd. L'eau clapotait contre le bord en bois, alors que les mains d'Éléanore commençaient à trembler d'autre chose que de peur. Sa vision s'est brouillée sur les bords. Pendant un instant, elle n'était plus dans la cour du puits. Elle avait 8 ans, regardant sa mère être emmenée dans la lumière grise de l'aube. La main de sa mère tendue vers elle, la voix de sa mère appelant son nom. Ella la lâche, a raillé Thomas, se rapprochant encore, son visage à quelques centimètres du sien. Ella la rejeton du traître. Pourquoi tu ne... Elle a soulevé le seau. Ce n'était pas une décision calculée. Ce n'était même pas une décision du tout. Ses bras ont bougé avant que son esprit ne puisse rattraper. Le poids du seau plein se balançant vers le haut, avec toute la force que son corps mince pouvait rassembler. Elle voulait l'arroser. Elle voulait tremper son visage moqueur, avec de l'eau de puits si froide qu'elle lui couperait le souffle, le faire bafouiller et reculer et fermer sa bouche pour un seul instant. Mais ses mains tremblaient trop. Le seau a glissé. Il s'est envolé de sa prise en biais, décrivant un arc dans les airs en une gerbe de gouttelettes argentées. Il a tourné 1 fois, 2 fois. Elle a regardé la scène comme si elle était en dehors de son propre corps. Elle a vu la trajectoire changer, la cible changer.
Ce n'était pas Thomas qui se tenait sur le chemin de l'eau qui tombait. Un homme tournait au coin de l'abri du puits. Il était grand et large d'épaules, vêtu d'une cape de voyage sombre bordée de fourrure. Il marchait d'un pas tranquille, celui de quelqu'un qui possède chaque pierre sur laquelle il marche. Son regard était fixé droit devant, son expression taillée dans la pierre. Le seau l'a frappé en plein dans la poitrine. L'eau a explosé sur son torse, trempant le devant de sa cape, sa tunique, son cou. Des gouttelettes s'accrochaient à sa mâchoire, dégoulinaient de son menton, plaquaient des mèches de cheveux sombres contre son front. Il s'est arrêté net, tout son corps se raidissant. La cour est tombée dans le silence. Thomas et ses amis s'étaient figés en plein rire, leurs visages perdant toute couleur. Une femme qui laissait tomber du linge d'une fenêtre supérieure s'est arrêtée, les draps pendant mollement dans ses mains. Même les chevaux attachés près de la porte ont cessé de piaffer. Le cœur d'Éléanore s'est arrêté. Elle savait qui il était. Tout le monde savait qui il était. La façon dont il se tenait, la façon dont les gardes à la porte s'étaient redressés à son passage, la façon dont l'air lui-même semblait s'épaissir autour de lui. Il n'y avait qu'un seul homme à Mérydon qui commandait ce genre de silence. Le roi Alpha William de la maison Ashford. Ses yeux gris, froids comme le fer en hiver, l'ont trouvé à travers la cour. Il n'a pas crié, il n'a pas bougé, il l'a simplement regardé. Et dans ce regard, Éléanore s'est sentie rétrécir à la taille d'un caillou au pied d'une montagne. L'eau continuait de goutter de sa cape, formant une flaque à ses bottes. La voix d'Éléanore n'était qu'un murmure. Elle a dégluti. Je n'ai pas... Elle ne pouvait pas finir. Les mots ne venaient pas. Ses mains pendaient vides à ses côtés, encore courbées comme si elle tenait le seau qui gisait maintenant sur le côté entre eux. Son dernier contenu s'écoulait sur les pavés. Thomas a laissé échapper un rire tremblant et sycophante. « Votre Majesté, elle est folle. Elle a toujours été folle. Son père était un traître, et elle... » William a levé une main. Le geste était petit, presque désinvolte, mais le silence qui a suivi était absolu. La voix de Thomas est morte dans sa gorge. Le roi Alpha a fait un pas vers Éléanore, puis un autre. Ses bottes faisaient des bruits sourds contre la pierre humide, chaque pas mesuré, sans hâte. Il s'est arrêté quand il était assez proche pour qu'elle puisse voir l'eau perler sur ses cils, assez proche pour qu'elle puisse sentir le cuir et la fumée de bois qui s'accrochaient à sa cape. Elle n'osait pas respirer. Il l'a regardée pendant un long et étrange moment. Pas avec colère, pas avec la fureur froide à laquelle elle s'attendait. Il y avait autre chose dans ses yeux gris, quelque chose qu'elle ne pouvait pas nommer. Une lueur, une question, une reconnaissance qui n'avait aucun sens. « Vous visez très mal », a-t-il dit doucement. Éléanore a cligné des yeux. Le regard de William s'est déplacé vers Thomas, et la chaleur, si c'en était, a disparu de son visage. « Toi », a-t-il dit, sa voix baissant à un ton qui pouvait couper le verre. « Pars maintenant. Et si je t'entends lui parler à nouveau, je m'assurerai personnellement que ta langue ne trouve plus d'autre utilité. » Thomas a reculé en trébuchant, pâle comme du lait, ses amis se dispersant déjà. Il n'a pas eu besoin qu'on le lui dise 2 fois. Le roi Alpha s'est retourné vers Éléanore. L'étrange lueur est revenue dans ses yeux, plus douce maintenant, presque curieuse. Puis il a levé la main, a essuyé l'eau de sa mâchoire avec le dos de sa main, et est passé devant elle sans un autre mot. Éléanore est restée seule dans la cour, son cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. Le seau gisait à ses pieds. L'eau continuait de s'étendre sur les pierres, captant la dernière lumière du soleil couchant. Elle ne savait pas ce qui venait de se passer, mais quelque chose avait changé. Quelque chose s'était fissuré dans sa poitrine, dans l'air, dans le mur froid qu'elle avait construit autour d'elle. Elle ne comprenait pas encore ce que cela signifiait. Elle savait seulement que le roi Alpha l'avait regardée, et qu'il n'avait pas détourné le regard. La cuisine du château ne ressemblait en rien à ce qu'Éléanore avait imaginé. Elle s'attendait à de la pierre froide et à des voix plus dures. Au lieu de cela, le grand foyer brûlait d'une chaleur qui pénétrait jusqu'aux os, et l'air sentait le romarin et le pain. Des marmites en fer pendaient à des crochets comme des cloches endormies. Une douzaine de serviteurs se déplaçaient avec un rythme exercé, aucun d'eux ne lui accordant plus qu'un regard, sauf une. La femme, qui se tenait au centre de tout, était large d'épaules et aux cheveux d'argent. Elle avait des bras comme de la pâte à pain et des yeux qui avaient vu trop d'hiver pour être surpris par quoi que ce soit. Elle s'est essuyé les mains sur son tablier
et à regarder Éléanore de haut en bas, avec l'évaluation franche d'un fermier jugeant un sac de grains. « Alors, c'est toi, » a dit la femme. Sa voix était basse et chaude comme le crépitement du feu. La fille au seau. Les joues d'Éléanore ont brûlé. Elle a ouvert la bouche pour s'excuser, pour expliquer, pour dire quelque chose, mais la femme a agité la main avant qu'elle ne puisse sortir un mot. « Ne t'embête pas, j'ai entendu toute l'histoire par le garçon d'écurie, et il a le don de faire paraître les choses pires qu'elles ne le sont. » Ce qui signifie que la vérité est probablement quelque part au milieu. Elle a pris une cuillère en bois et l'a pointée vers Éléanore comme une épée. « Je suis Martha. C'est moi qui dirige cette cuisine. Et toi, ma chère, tu vas récurer les marmites jusqu'à ce que tes doigts soient tout fripés. » Il n'y avait aucune cruauté dans les mots, seulement une certitude simple et pratique, qui a fait hocher la tête à Éléanore, avant qu'elle ne puisse réfléchir. Martha a désigné une pile de chaudrons noircis près de l'évier. « Commence par cela. L'eau chaude est dans la bouilloire. Le savon à la soude est sous le banc. Si tu fais du bon travail, tu auras du pain et du ragoût à la fin de la journée. Si tu n'en fais pas, » elle a fait une pause, et un rare sourire a fendu son visage buriné. « Tu auras quand même du pain et du ragoût. Je n'en vois personne se coucher le ventre vide dans ma cuisine. » Éléanore a cligné des yeux. Elle s'était préparée à des cris, à des ordres donnés d'un ton froid, au même mépris qu'elle avait connu toute sa vie. Au lieu de cela, elle se trouvait face à une femme qui venait de lui promettre un repas, non pas comme une récompense, mais comme un fait. Elle ne savait pas quoi faire de cela. Alors elle a pris une brosse à récurer et a commencé à travailler. Les heures qui ont suivi ont été calmes et étranges. La cuisine était un monde à part, isolé de la formalité froide du reste du château. Martha fredonnait de vieilles chansons à voix basse. Un garçon d'à peine 12 ans transportait du bois de chauffage. 2 jeunes femmes pétrissaient de la pâte à une longue table en bois, chuchotant à propos d'un marchand venu des vallées du sud avec des soies de la couleur des feuilles d'automne. Personne n'a demandé à Éléanore d'où elle venait. Personne ne l'a appelée fille de traître. Elle a gardé la tête baissée et a récuré. Le savon à la soude piquait ses mains gercées, mais la douleur ne la dérangeait pas. La douleur était familière. La douleur, elle la comprenait. C'était la gentillesse qui la déstabilisait. Au crépuscule, Martha a posé un bol de ragoût devant elle avec un gros morceau de pain noir. Eleanor a mangé en silence, assise sur un tonneau renversé près du foyer. Le ragoût était épais, avec des carottes et de l'agneau, et le pain était encore chaud. Elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait mangé quelque chose qui avait été fait pour elle. Pas volé, pas récupéré, mais donné. « Tu as des mains qui connaissent le travail », a dit Martha, s'installant sur un tabouret en face d'elle. Elle épluchait des pommes maintenant, les peaux tombant en longs rubans ininterrompus. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend en un jour. Depuis combien de temps te débrouilles-tu seule? La cuillère d'Éléanore s'est arrêtée à mi-chemin de sa bouche. Elle a envisagé de mentir, mais quelque chose dans le regard constant de Martha rendait le mensonge trop lourd à porter. « 3 ans, a-t-elle dit doucement. Les mains de Martha n'ont pas cessé de bouger, mais ses yeux se sont adoucis. C'est long pour une jeune femme de se porter seule. Je me débrouille. Se débrouiller n'est pas vivre, mon enfant. » Éléanore n'a rien dit. Elle a baissé les yeux sur son ragoût, sur les petites îles de graisse flottant à la surface, et a senti quelque chose lui serrer la gorge. Elle l'a ravalé. Martha n'a pas insisté. Elle a simplement fini sa pomme, a laissé tomber les morceaux épluchés dans un bol, et a dit « La cour du roi Alpha est dans l'aile est. Il ne vient pas souvent à la cuisine, mais si tu le vois dans les couloirs, tu t'écartes et tu baisses les yeux. C'est tout ce qu'il demande. » La prise d'Éléanore s'est resserrée sur sa cuillère. Elle ne l'avait pas vu depuis la cour. Elle avait rejoué ce moment 100 fois dans sa tête. Le choc sur son visage, la façon dont l'eau avait assombri sa cape, le silence qui était tombé sur la place. Elle s'attendait à de la rage. Elle s'attendait à une punition. Au lieu de cela, elle avait reçu un travail. Elle ne comprenait pas pourquoi. « Martha, a-t-elle dit, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Pourquoi m'a-t-il envoyé ici ?» La vieille cuisinière a fait une pause. Elle a posé son couteau et a regardé Éléanore avec une expression difficile à lire. Un mélange de pitié et d'autre chose, quelque chose qui ressemblait presque à de l'espoir. « Je ne sais pas, mon enfant, a-t-elle dit, mais je sers ce château depuis 40 ans. J'ai vu le roi Alpha William faire beaucoup de choses, et je peux te dire ceci. Il ne fait rien sans raison.
Elle a pris une autre pomme et a commencé à l'éplucher. Tu ferais bien de découvrir quelle est cette raison. Le feu crépitait. La cuisine bourdonnait de la vie tranquille du soir. Éléanore était assise avec son bol vide dans les mains, fixant les flammes. Elle sentit le poids de ses mots s'installer sur elle comme une cape qu'elle ne pouvait pas enlever. Il ne fait rien sans raison. Elle ne savait pas quelle était cette raison. Mais pour la première fois en 3 ans, quelqu'un l'avait regardée et avait choisi de ne pas détourner le regard. Et cela la terrifiait plus que n'importe quelle punition n'aurait jamais pu le faire. 3 jours passèrent à un rythme qu'Éléanore n'avait pas connu depuis des années. Un rythme de réveil avant l'aube, d'allumage du feu de la cuisine, de coupe de légumes et d'écoute du flot constant de bavardage de Martha. Ce n'était pas une vie qu'elle avait choisie, mais c'était une vie qui ne faisait pas mal. Et ça, se disait-elle, c'était suffisant. Elle gardait la tête baissée. Elle ne parlait que lorsqu'on lui parlait. Elle a appris la disposition du château comme une souris apprend les murs, en restant silencieuse et en observant. Le 3e soir, Martha l'a envoyée à la cave chercher un sac de pommes de terre. La cave était froide et humide, nichée sous l'aile est du château, où les pierres sointaient l'humidité et l'air sentait la terre et le vieux bois. Éléanore a allumé une bougie et a descendu les escaliers étroits, comptant les marches par habitude. Elle tendait la main vers le sac quand elle l'a entendu. Un son bas et étouffé, venant de quelque part au-dessus. Une porte qui s'ouvre. Des pas. Puis une voix, tranchante et tendue. « Laisse, je m'en occuperai moi-même. » C'était le roi Alpha. Elle a reconnu la profondeur de sa voix. La façon dont elle portait même quand il essayait de ne pas être entendu. Elle s'est figée, la bougie vacillant dans sa main. Elle n'avait rien à faire ici. Elle n'était pas censée l'entendre. Mais elle l'a entendu. Elle a entendu le bruit sourd de quelque chose qu'on posait. Une chaise qui raclait contre la pierre. Puis une inspiration brusque. Le genre de son que fait une personne qui essaie très fort de ne pas faire de bruit du tout. La curiosité était une chose dangereuse. Elle le savait. Mais la curiosité était aussi la seule chose qui l'avait maintenue en vie pendant 3 ans. Le besoin de comprendre, d'anticiper, de savoir ce qui allait arriver avant que cela n'arrive. Elle a posé la bougie et est remontée furtivement les escaliers, en restant dans l'ombre. La porte de la pièce au-dessus de la cave était entr'ouverte. Une fente de lumière ambrée tombait sur le sol en pierre. Elle s'est pressée contre le mur et a regardé. William était assis sur un tabouret en bois, le dos tourné vers elle. Sa tunique était tirée sur une épaule, et dans la pénombre, elle pouvait voir la vilaine entaille rouge qui courait de son omoplate presque jusqu'à ses côtes. Elle n'était pas assez profonde pour être mortelle, mais elle était fraîche et n'avait pas été nettoyée. Le sang avait traversé le bord de sa manche et commençait à sécher, sombre et croûté contre le tissu. Il avait une bande de lin dans la main, mais il luttait pour atteindre la blessure. Chaque mouvement faisait se crisper sa mâchoire. Eleanor a regardé un instant de plus, puis elle a pris une décision. Elle est redescendue dans la cave, mais pas pour les pommes de terre. Elle avait vu un bouquet d'herbes suspendu à une poutre près du mur du fond. De la sauge séchée, de l'achillée millefeuille et de la consoude, restent des provisions de la cuisinière précédente. Elle les avait remarquées en descendant, parce que c'était ce qu'elle faisait. Elle remarquait les choses. Elle se souvenait des choses. Elle a attrapé une poignée d'achillée séchée et une branche de sauge. Elle les a glissées dans la poche de son tablier. Elle est remontée silencieusement les escaliers. Elle n'a pas frappé. Elle ne s'est pas annoncée. Elle a simplement posé les herbes sur le sol, juste à l'intérieur de la porte, une petite offrande silencieuse, et s'est retournée pour partir. « Attends !» Sa voix l'a arrêtée avant que son pied ne touche la première marche du couloir. Elle s'est figée, son cœur martelant contre ses côtes. Elle l'a entendu se lever du tabouret, le grincement du bois, le léger bruissement du tissu. Puis son ombre est tombée sur le seuil, et elle a su qu'il était là, regardant les herbes qu'elle avait laissées. Qu'est-ce que c'est? Sa voix n'était pas en colère. Elle était curieuse, méfiante, comme un homme à qui on aurait offert quelque chose qu'il ne comprenait pas. Éléanore ne s'est pas retournée. Elle a gardé les yeux fixés sur le couloir sombre devant elle. « De l'achillée millefeuille pour le saignement », a-t-elle dit doucement. « De l'essage pour empêcher la blessure de s'infecter, mâcher l'achillée pour en faire une pâte et étaler-la sur la coupure avant de la bander. » Il y a eu un long silence.
Elle pouvait sentir son regard sur sa nuque, lourd et illisible. Pourquoi? La question était simple, mais la façon de la hanter ne l'était pas. Elle aurait pu dire beaucoup de choses, qu'elle lui devait de ne pas l'avoir puni, qu'elle voulait gagner sa place dans la cuisine, qu'elle avait peur de ce qui arriverait s'il tombait malade et que quelqu'un la blâme. Mais rien de tout cela n'était vrai. Alors elle a dit la seule chose qu'il l'était. « Parce que ça saignait », a-t-elle dit, « et je sais comment l'arrêter. » Elle est partie avant qu'il ne puisse poser une autre question. Ses pas résonnaient dans le couloir, rapides et légers, la ramenant vers la chaleur de la cuisine, vers les pommes de terre, et le feu, et la sécurité de l'invisibilité. Elle n'a pas regardé en arrière, mais en tournant le coin, elle a entendu quelque chose qui lui a coupé le souffle. Ce n'était pas un mot, ce n'était pas un ordre, c'était le son doux, presque inaudible, d'un homme ramassant une poignée d'herbes séchées sur le sol en pierre et les tenant dans sa paume pendant un long, long moment avant de refermer ses doigts dessus. 3 jours passèrent après la nuit où elle avait laissé les herbes devant sa porte. 3 jours à récurer des marmites, à éplucher des pommes de terre et à écouter le flot incessant de conseils de Martha sur tout, de la façon de maintenir un feu allumé toute la nuit aux champignons comestibles. « Et ne fais jamais, au grand jamais, confiance à un homme qui sourit trop », disait Martha en posant une miche de pain frais sur la grille de refroidissement. « Je te le dis, mon enfant, un sourire qui vient trop facilement cache généralement quelque chose de lourd. » Ella hochait la tête sans lever les yeux. Elle avait appris que hocher la tête était la réponse la plus sûre. Cela n'invitait pas à plus de questions et ne révélait rien sur elle-même. Mais quelque chose avait changé. Elle le sentait dans la façon dont les servantes de cuisine ne chuchotaient plus quand elle passait. Dans la façon dont le garçon d'écurie lui avait fait un signe de tête ce matin au lieu de se détourner. De petites choses, des choses presque invisibles, mais qui s'additionnaient pour former quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis 3 ans, la possibilité d'être tolérée. Elle se disait que cela ne signifiait rien. Qu'elle était toujours une servante, toujours la fille dont le père avait été marqué comme un traître. Toujours quelqu'un qui devait garder la tête baissée et la bouche fermée. Mais ce soir-là, alors qu'elle était assise près du feu avec un bol de ragoût chaud, Martha a laissé tomber un lourd plateau sur la table devant elle. « Porte ça au bureau du roi », a dit Martha en s'essuyant les mains sur son tablier. « Il est là-dedans depuis midi sans rien manger. Cet homme va dépérir si personne ne lui rappelle qu'il a un estomac. » Ella a fixé le plateau. Un bol de soupe épaisse, un morceau de pain, un petit pot de miel. « Pourquoi moi ?» a-t-elle demandé, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. Martha a haussé un sourcil. « Parce que je l'ai dit, voilà pourquoi. Et parce que les autres filles sont occupées. Et parce que tu es la seule à n'avoir pas encore fait tomber de plateau cette semaine. Maintenant, vas-y avant que la soupe ne refroidisse. » Ella a hésité. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle soulevait le plateau. Elle ne s'était pas approchée de lui depuis cette nuit-là. Pas depuis qu'elle avait laissé les herbes et s'était enfuie comme un lapin effarouché. Et s'il lui posait des questions à ce sujet? Et s'il voulait savoir pourquoi elle l'avait fait? Elle n'aurait aucune réponse. Du moins, aucune réponse qui ait du sens. Les couloirs du château étaient calmes à cette heure. Les serviteurs s'étaient retirés dans leur quartier. Les gardes se tenaient à leur poste avec l'immobilité de la pierre. Ses pas résonnaient doucement pendant qu'elle marchait, le plateau soigneusement équilibré dans ses mains. Le bureau du roi se trouvait au bout de l'aile est, derrière une lourde porte en chêne qu'elle n'avait jamais vue ouverte. Elle n'en avait entendu parler que par Martha. « Il reste assis là pendant des heures », avait dit la vieille cuisinière, « à regarder des cartes et des lettres. Un travail bien solitaire, si tu veux mon avis. » Ella a atteint la porte et s'est arrêtée. Elle n'entendait rien de l'intérieur. Pas de pas, pas de voix, juste le silence, épais et lourd comme les rideaux de laine de la grande salle. Elle a déplacé le plateau dans une main et a frappé. Il y a eu une longue pause, puis une voix, basse et fatiguée. « Entrez !» Elle a poussé la porte avec son épaule. La pièce était chaude, éclairée par un seul feu et plusieurs bougies qui s'étaient consumées jusqu'à devenir des boues. Des livres et des parchemins couvraient chaque surface. Et là, derrière un grand bureau en chêne, était assis le roi Alpha. Il a levé les yeux quand elle est entrée. Ses yeux ont rencontré les siens. Et pendant un instant, aucun d'eux n'a bougé. Ella a senti sa gorge se serrer. Elle ne l'avait pas vu de près depuis ce premier jour près du puits. Il était encore plus grand qu'elle ne s'en souvenait. Un ours, aurait-elle pensé. Ses épaules remplissaient l'espace derrière le bureau. Ses mains,
posée sur une carte à moitié déroulée, était balafrée et forte. Mais son visage n'était pas aussi froid qu'elle s'y attendait. Il y avait autre chose là, quelque chose qui ressemblait presque à de la surprise. La cuisinière m'a envoyé, a-t-elle dit rapidement, posant le plateau sur le bord du bureau. Elle a dit que vous n'aviez pas mangé. William n'a pas regardé la nourriture. Il la regardait toujours. Vous êtes la fille du puits, a-t-il dit. Ce n'était pas une question. Ella a hoché la tête, les yeux fixés sur le plateau. Elle ne voulait pas croiser son regard. Elle ne voulait pas voir ce qu'il pensait d'elle. La fille qui avait trempé le roi Alpha. La fille qui avait laissé des herbes à sa porte comme une sorte de fantôme. Les herbes, a-t-il dit, sa voix plus basse maintenant. Elles ont aidé. Elle s'est figée, son cœur martelant contre ses côtes. Ce n'était rien, a-t-elle dit, sans toujours le regarder. N'importe qui aurait pu le faire. Non, a-t-il dit. Il n'aurait pas pu. Le silence s'est étiré entre eux. Ella ne savait pas quoi dire. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il en parle. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la remercie. Elle ne s'attendait à rien. Et c'était exactement ce qu'elle voulait. Elle a fait un pas en arrière vers la porte. « Attendez », a-t-il dit. Elle s'est arrêtée. Il s'est levé de derrière le bureau. Le mouvement était lent, presque prudent, comme s'il ne voulait pas l'effrayer. Il s'est dirigé vers la fenêtre et a regardé le ciel qui s'assombrissait. « Il y a un chat », a-t-il dit, sa voix distante, presque hésitante. « Un chat errant ? Il vient à la porte de la cuisine tous les soirs pour chercher des restes. Je le nourris. » Ella a cligné des yeux. Elle n'avait aucune idée de où cela menait. « Je ne sais pas pourquoi », a-t-il continué en se tournant vers elle. « Je suppose que j'ai pitié de lui. Il n'a personne. Il ne fait confiance à rien. Et pourtant, il revient soir après soir, espérant quelque chose de plus. » Il a fait une pause. Ses yeux ont de nouveau rencontré les siens, et cette fois, il y avait quelque chose de doux en eux. Quelque chose qui lui a fait mal à la poitrine. « Je pensais que vous devriez savoir, » a-t-il dit, « que je comprends pourquoi vous avez laissé les herbes, et que je vous en suis reconnaissant. » Ella est restée là, clouée sur place. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle ne s'attendait pas à ce qu'il la voie. Pas comme ça. Pas comme quelqu'un qui avait aussi été blessé, aussi été seul, qui revenait aussi, espérant quelque chose de chaleureux. Elle a dégluti difficilement. « Est-ce que le chat a un nom ?» Les lèvres de William ont tressailli, formant presque un sourire. « Je l'appelle Épine, » a-t-il dit, parce qu'il griffe quiconque s'approche de trop près. Ella a senti une étrange chaleur se répandre dans sa poitrine. Elle a baissé les yeux sur le plateau de nourriture, puis les a relevés vers lui. « Épine a de la chance, » a-t-elle dit doucement, « d'avoir quelqu'un qui continue de le nourrir, même quand il griffe. » William a soutenu son regard pendant un long moment, puis il a hoché la tête. « Juste une fois. Moi aussi, » a-t-il dit. Et avant qu'Ella ne puisse demander ce qu'il voulait dire, un léger grattement est venu de la porte derrière elle. Elle s'est retournée et a vu un petit chat gris assis sur le sol en pierre, sa queue soigneusement enroulée autour de ses pattes, les regardant tous les deux avec des yeux jaunes impassibles. Épine était arrivée pour le dîner. 3 jours passèrent avant qu'Ella ne revoie William. Elle s'était convaincue que le moment dans son bureau ne signifiait rien, qu'il avait simplement été poli, que la gratitude pour les herbes avait été un caprice passager, vite oublié, qu'Épine n'était qu'un chat, et que ses mots, moi aussi, n'avaient été que du vin sur son souffle. Mais chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait la façon dont il l'avait regardée, comme si elle n'était pas invisible, comme si elle comptait. Cela la terrifiait. Le 4e soir, Martha l'a envoyée au jardin cueillir du romarin frais pour le ragoût du soir. Le potager se trouvait derrière l'aile est du château, niché entre les vieux murs de pierre et une rangée de rosiers mourants. L'air sentait la terre humide, et l'été finissant. Ella s'est agenouillée près du parterre d'herbe, ses doigts travaillant rapidement, son esprit délibérément vide. Elle n'a pas entendu les pas, jusqu'à ce qu'ils soient presque sur elle. Toujours en train de cueillir des herbes, la voix était basse, légèrement plus rauque que dans son souvenir. La main d'Ella s'est figée sur un brin de romarin. Elle a levé les yeux. William se tenait au bord du sentier du jardin, sa silhouette sombre se découpant sur le ciel pâle du crépuscule. Sa tunique était délacée au col, ses manches retroussées jusqu'au coude, ses cheveux étaient en désordre, et il y avait une rougeur sur ses joues qui n'avait rien à voir avec le froid. Il avait bu, pas beaucoup,
mais assez pour abaisser les murs qu'il portait habituellement comme une armure. Ella s'est levée lentement, époussetant la terre de sa jupe. « Monseigneur, je ne savais pas que vous étiez là. Je ne savais pas que j'y étais non plus, » a-t-il dit, et il y avait quelque chose de presque enfantin dans sa façon de le dire. Je marchais. Le jardin m'a attiré. Elle ne savait pas quoi répondre à cela. Elle tenait le romarin dans ses mains comme un bouclier. William a fait un pas de plus, puis s'est arrêté, comme s'il était conscient que tout mouvement brusque pourrait la faire fuir. « Les herbes que vous avez laissées à ma porte, » a-t-il dit. « La blessure sur mon bras a guéri plus vite que n'importe quel cataplasme que mes médecins aient jamais fait. Je ne vous ai pas remercié correctement. »« Vous m'avez déjà remercié, » a dit Ella doucement. « C'était dans mon bureau. C'était formel. » Il a secoué la tête. « Je ne suis pas formel maintenant. » Le silence entre eux s'est étiré, rempli par le chant des grillons et le son lointain des rires provenant de la grande salle. Ella pouvait sentir le vin sur lui, mais il y avait autre chose aussi. Du bois, de la fumée, du cuir, et une légère amertume qu'elle ne pouvait pas nommer. « Puis-je m'asseoir » a-t-il demandé. Elle a cligné des yeux. « Vous êtes le roi Alpha, monseigneur. Vous n'avez pas besoin de ma permission. »« Non » a-t-il dit en s'asseyant sur le banc de pierre à côté des rosiers. « Mais j'aimerais vous entendre dire oui. » Ella est restée figée un long moment. Puis, lentement, elle s'est assise à l'autre bout du banc, laissant autant de distance entre eux que la pierre le permettait. Ils sont restés assis en silence, regardant le ciel s'assombrir. Les premières étoiles sont apparues au-dessus des tours du château. « Ma mère aimait les jardins, » a dit William soudainement, sa voix lointaine. Elle plantait des roses partout. Même en hiver, elle parlait de la façon dont elles refleuriraient. Elle n'a rien dit. Elle a attendu. Elle a été trahie, a-t-il continué, son regard fixé sur l'horizon, par quelqu'un en qui elle avait confiance, quelqu'un qu'elle aimait. Sa mâchoire s'est crispée. Cela l'a rendue froide. À la fin, elle ne pouvait plus faire confiance à personne, pas même à moi. Les mots flottaient dans l'air, lourds et bruts. Ella a senti son cœur se serrer. Elle connaissait cette froideur. Elle avait vécu dedans pendant des années. Après sa mort, a dit William, sa voix à peine plus haute qu'un murmure, j'ai décidé que la confiance était une faiblesse, que s'attacher à quelqu'un était une blessure qui attendait de se produire. Il s'est tourné pour la regarder, et dans la pénombre, ses yeux n'étaient pas durs. Ils étaient fatigués. Je suis froid depuis très longtemps. La gorge d'Ella s'est nouée. Elle voulait tendre la main. Elle voulait lui dire qu'elle comprenait, mais les mots ne venaient pas. Au lieu de cela, elle a dit très doucement, « Mais les endroits froids fleurissent les derniers au printemps. » William s'est immobilisé. Elle pouvait sentir son regard sur elle, vif et scrutateur. Elle a gardé les yeux sur le romarin dans ses mains. « Quand la neige fond, » a-t-elle continué, sa voix tremblant juste un peu, « quand le gel se brise enfin, les fleurs qui ont attendu le plus longtemps sont celles qui fleurissent le plus férocement. Parce qu'elles ont été patientes, parce qu'elles ont gardé leur force sous terre, attendant le bon moment. » Elle a levé les yeux vers lui. Peut-être que c'est la même chose pour les gens. William n'a pas parlé pendant un long moment. Les grillons ont rempli le silence. Une brise fraîche a agité les roses. Puis, lentement, il a tendu la main. Sa main a plané dans l'espace entre eux, incertaine, comme s'il avait oublié comment toucher une autre personne sans armure. Il ne l'a pas touchée. Il a laissé sa main tomber sur le banc à quelques centimètres de la sienne. « Vous parlez » a-t-il dit, sa voix rauque, comme si vous saviez ce que c'est que d'attendre le printemps. Ella a senti les larmes lui piquer les yeux. Elle les a chassées en clignant des yeux. « J'ai attendu toute ma vie » a-t-elle murmuré. Le vent a emporté ses mots dans l'obscurité. La main de William, toujours posée sur la pierre entre eux, s'est tournée paume vers le haut. Une invitation, pas une exigence. Ella a fixé sa paume ouverte. Puis, avec une inspiration qui ressemblait à un lâcher-prise, elle a placé sa main dans la sienne. Ses doigts se sont refermés sur les siens, chauds, calleux et étonnamment doux. Il ne l'a pas tiré plus près. Il n'a pas parlé. Il a simplement tenu sa main comme si elle était quelque chose de précieux, de fragile, quelque chose qui valait la peine d'être protégé. Et pour la première fois depuis des années, Ella n'a pas eu froid. La nouvelle est arrivée avec le brouillard matinal. Des cavaliers de la capitale, le souffle de leurs chevaux fumant dans l'air froid, ont traversé les portes du château avec fracas. Une calèche a suivi,
peinte dans le bleu profond de la maison Aldrich. Les serviteurs chuchotaient, les gardes redressaient leur posture, et Ella, portant un panier d'herbes séchées du potager, s'est arrêtée en haut des marches en regardant la procession. Martha est apparue à côté d'elle, s'essuyant la farine sur son tablier. « C'est Lady Catherine de la maison Aldrich », a murmuré la vieille cuisinière, sa voix basse. « On dit que son père pousse pour un mariage avec le roi. Il essaye depuis 2 ans, depuis les anciennes négociations de traité. » La poitrine d'Ella s'est serrée. Elle a gardé son visage impassible. « Un mariage », a-t-elle répété, le mot ayant un goût étranger sur sa langue. « Une alliance de mariage », a dit Martha avec un regard entendu. « Les Aldrich contrôlent les routes du Grain de l'Est. Le roi a besoin de leur soutien, s'il veut stabiliser la frontière nord. La politique, mon enfant, c'est toujours la politique. » Ella a hoché la tête, se forçant à respirer. Elle a regardé une jeune femme vêtue d'une cape de voyage bleu profond descendre de la calèche. Ses cheveux avaient la couleur de l'or filé, sa posture était droite et étudiée. Lady Catherine était belle, élégante, tout ce qu'Ella n'était pas. « Allez », a dit Martha en tirant la manche d'Ella. « Rien à regarder pour nous. Retour à la cuisine. » Mais Ella ne pouvait s'empêcher de regarder. Elle a vu William sortir de la grande salle, son expression illisible, ses pas mesurés. Il a salué Lady Catherine avec une révérence formelle. Pas la distance froide qu'il montrait à la plupart des étrangers, mais pas de chaleur non plus, juste de la formalité. Il n'a pas regardé vers les marches de la cuisine. Il n'a pas vu Ella se tenir là. Cette nuit-là, le château bourdonnait de chuchotements. La grande salle était préparée pour un festin. Martha envoyait Ella livrer un plateau de vin aux invités, et elle s'est déplacée dans les couloirs comme un fantôme, gardant les yeux baissés, ses pas silencieux. Elle a entendu les voix avant de les voir. Elle est charmante, n'est-ce pas? La voix d'un noble a résonné depuis une chambre latérale. La maison Aldrich est de sang ancienne, a répondu un autre. Un parti digne du roi. Cela stabiliserait le royaume pour une génération. Et il est seul depuis assez longtemps. Un roi a besoin d'un héritier. La main d'Ella a tremblé, alors qu'elle posait le plateau. Elle s'est retournée et est partie, ses pas rapides et inégaux. Elle ne s'est pas arrêtée avant d'avoir atteint le jardin. Le même banc où elle s'était assise avec William seulement 2 nuits auparavant. L'air était froid. La lune était cachée derrière les nuages. Elle s'est assise et a pressé ses paumes contre la pierre, essayant de se ressaisir. Bien sûr qu'il épouserait quelqu'un comme elle. Une noble, une vraie dame. Pas une fille de cuisine avec un tablier taché et un nom de famille mort. Elle avait été stupide de penser que ce qui s'était passé dans le jardin signifiait quelque chose. Il était le roi Alpha. Elle n'était rien. Ella est restée là jusqu'à ce que ses doigts soient engourdis par le froid. Puis elle s'est levée, est retournée à la cuisine et a travaillé jusqu'à ce que ses mains lui fassent mal, sans s'autoriser à penser. Le lendemain matin, elle a évité les couloirs principaux. Elle a pris les passages des serviteurs, a gardé la tête baissée et n'a rien dit quand Martha lui a demandé pourquoi elle était si silencieuse. Quand elle a vu la silhouette de William au bout du couloir, elle s'est retournée et a marché dans l'autre sens. Elle s'est dit que c'était pour le mieux. Elle avait appris il y a longtemps à ne pas espérer. L'espoir était un luxe qu'elle ne pouvait pas se permettre. William a remarqué son absence. Il a remarqué la façon dont elle ne s'attardait plus près de la porte de la cuisine, la façon dont ses yeux se détournaient des siens quand ils se croisaient dans la cour. Il l'a remarqué, et cela l'a déstabilisé. Le 3e jour, il a trouvé Martha dans le garde-manger. « Où est la fille ?» a-t-il demandé, sa voix basse. Martha a levé les yeux d'un sac de farine. « Quelle fille, votre majesté ?»« Celle qui sent le romarin. » Les lèvres de Martha ont tressailli, mais elle n'a pas souri. Elle l'a. « Elle reste dans son coin, votre majesté. Occupée avec les herbes, dit-elle. » La mâchoire de William s'est crispée. « Envoyez-la à mon bureau ce soir. » Avec le thé du soir, Martha a fait une révérence. « Comme vous le souhaitez, votre majesté. » Mais quand le soir est venu, Ella n'est pas apparue à la porte de son bureau. Une fille plus jeune a apporté le thé à la place, balbutiant des excuses. Elle a dit que Ella lui avait demandé de le livrer parce qu'elle ne se sentait pas bien. William a fixé la vapeur qui s'élevait de la tasse. Il n'a pas bu. Il reconnaissait un mensonge quand il en entendait un. Et il a su, avec une douleur sourde dans la poitrine, que quelque chose avait changé. Il l'avait laissé entrer,
Juste un peu, et maintenant elle se retirait. Il ne savait pas pourquoi, mais le silence entre eux, qui avait été autrefois vide, semblait maintenant lourd de mots non dits. Il a mis le thé de côté, intact. Dehors, le vent secouait les fenêtres, apportant le premier frisson de l'automne. Les murs du château, qui avaient toujours semblé être une protection, ressemblaient maintenant à une cage. La tempête est arrivée 3 nuits plus tard. Elle a balayé les plaines de Méridon sans avertissement, transformant le ciel de l'après-midi en un violet meurtri. La pluie s'abattait en nappes contre les fenêtres du château, et le vent hurlait dans les interstices des murs de pierre comme une chose vivante. Ella avait passé la journée dans les cuisines, à éplucher des racines et à remuer du bouillon. Ses mains bougeaient mécaniquement, tandis que son esprit vagabondait vers des endroits où elle ne voulait pas aller. Le souvenir de la robe de soie de Lady Catherine, la façon dont les courtisans avaient chuchoté à propos de l'alliance Aldrich, la façon dont William ne l'avait pas regardée depuis cette nuit dans le jardin. Elle se disait que cela n'avait pas d'importance. Elle était une fille de cuisine. Il était le roi Alpha. Le bref moment de chaleur entre eux avait été un accident de vin et de solitude, rien de plus. Mais la douleur dans sa poitrine refusait d'écouter la raison. Le soir, la tempête s'est aggravée. Les serviteurs se sont dépêchés de fermer les volets et d'allumer des bougies supplémentaires contre la pénombre. Martha envoyait les plus jeunes filles se coucher tôt, marmonnant à propos des courants d'air, des rhumes et des eaux qui savaient quand la pluie arrivait. Ella n'est pas allée dans sa chambre. Au lieu de cela, elle s'est glissée par la porte arrière de la cuisine et a traversé la cour pavée jusqu'au vieux bûcher. C'était une petite structure oubliée près du mur arrière, à moitié effondrée et remplie de bûches sèches et de toiles d'araignée. Personne ne venait ici. Personne ne la chercherait ici. Elle s'est assise sur un tas de bois coupé, a ramené ses genoux contre sa poitrine et a laissé les larmes venir. Elles sont venues silencieusement au début, comme elle avait appris à pleurer enfant, sans bruit, sans mouvement, pour que personne ne le sache. Mais la tempête était assez forte pour couvrir n'importe quel son, alors elle s'est laissée briser. Elle a pleuré pour sa mère, dont elle se souvenait à peine du visage. Elle a pleuré pour son père, qui avait été emmené enchaîné, criant qu'il était innocent. Elle a pleuré pour les années de solitude, pour les noms que les enfants du village lui avaient donnés, pour les regards froids des gens qui traversaient la rue pour l'éviter. Et elle a pleuré pour William, pour la façon dont il l'avait regardée dans le jardin comme si elle n'était pas invisible, pour la sensation de sa main dans la sienne, chaude et réelle, pour la façon dont elle s'était laissée croire, un bref instant, que quelqu'un pouvait la voir et ne pas détourner le regard. Elle a pleuré jusqu'à ce que sa gorge soit à vif et ses yeux gonflés. Puis elle est restée assise dans le noir, écoutant la pluie marteler le toit, et n'a plus rien ressenti du tout. Elle ne savait pas combien de temps elle était restée assise là. Le temps avait perdu sa forme. Mais ensuite, elle l'a entendu. Un son qui n'appartenait pas à la tempête. Des pas, lourds et délibérés, traversant la cour boueuse. Son souffle s'est coupé. Elle s'est pressée contre le tas de bois, son cœur martelant. Le bûcher n'avait pas de serrure. La porte était une chose fragile faite de planches déformées. Les pas se sont arrêtés dehors. Elle a attendu. Personne n'a frappé. Aucune voix n'a appelé son nom, mais les pas ne se sont pas éloignés. Elle a retenu son souffle, tendant l'oreille. La pluie était si forte, mais en dessous, elle pouvait distinguer le son de quelqu'un qui respirait, lentement, régulièrement, délibérément calme. Elle a rampé jusqu'à la porte et a pressé son œil contre une fente entre les planches. Il était assis par terre dehors, le dos contre la porte du bûcher. Sa tête était baissée sous la pluie. Ses cheveux sombres étaient plaqués sur son visage. Sa cape était trempée. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas. Il était simplement assis là, comme s'il n'avait nulle part où aller. Sa main s'est dirigée vers le loquet de la porte, mais elle s'est arrêtée. Il n'avait pas frappé. Il n'avait pas exigé qu'elle sorte. Il n'avait pas envoyé un serviteur la chercher. Il était simplement venu, s'était assis, et s'était fait le gardien silencieux contre la tempête. Elle n'a pas ouvert la porte, elle n'a pas parlé, mais elle a appuyé sa tête contre le bois, assez près pour sentir la faible vibration de sa présence de l'autre côté. Et pour la première fois depuis des années, elle ne s'est pas sentie entièrement seule. La nuit s'est passée comme ça. Elle à l'intérieur, lui à l'extérieur, avec seulement une fine couche de bois entre eux. La tempête a fait rage, s'est calmée, puis a repris de plus belle.
Le froid s'est infiltré à travers les planches. Elle a enroulé ses bras autour d'elle et a frissonné, mais elle n'a pas allumé de lanterne ni fait de feu. Elle ne voulait pas briser le charme. À un moment donné, elle a dû s'endormir, car elle s'est réveillée à la lumière grise qui filtrait à travers les fentes. La pluie s'était arrêtée. L'air sentait la terre humide et la pierre lavée. Elle a poussé la porte du bûcher. Il était parti, mais sur la marche en pierre à l'extérieur, soigneusement placée pour ne pas être mouillée, se trouvait un petit morceau de pain enveloppé dans un tissu propre. Et à côté, couché sur le côté, une seule fleur sauvage, ses pétales meurtris par la pluie, mais gardant encore leur couleur. Elle l'a ramassée. La tige était cassée au milieu, comme s'il l'avait cueillie à la hâte dans le noir. Elle a pressé la fleur contre ses lèvres et a fermé les yeux. Elle ne savait pas ce que cela signifiait. Elle ne savait pas si cela signifiait quoi que ce soit, mais elle l'a tenue tout le long du chemin jusqu'à la cuisine, et elle ne l'a pas lâchée. Martha l'a vue entrer, a vu la fleur dans sa main et n'a rien dit. Mais ses yeux se sont adoucis, et elle s'est retournée vers le feu sans un mot. Dehors, les nuages se déchiraient. La première lumière pâle du soleil a touché les murs du château. Et quelque part dans la grande salle, le roi Alpha était assis, les mains enroulées autour d'une tasse de thé froid, fixant les fenêtres striées de pluie, attendant que le jour commence. Le matin, après la tempête, a apporté un calme étrange au château. L'air était propre, lavé de la poussière et de la tension. Mais Ella ne ressentait aucune de cette paix. Elle avait peu dormi. La fleur était posée sur le rebord de la fenêtre de sa petite chambre, ses pétales meurtris maintenant secs, la tige toujours cassée. Elle ne l'avait pas jetée. Elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Elle a touché le pétale du bout de son doigt, puis a retiré sa main comme si elle s'était brûlée. Cela ne signifiait rien, se disait-elle. Il aurait fait la même chose pour n'importe qui. Il était le roi Alpha. C'était son devoir de protéger ceux qui étaient sous son toit. Mais la fleur n'était pas un devoir, et elle le savait. Elle a repoussé cette pensée et est allée à la cuisine. Martha était déjà au feu, remuant une marmite de porridge avec son efficacité bourrue habituelle. « Il était temps que tu te réveilles », a grommelé Martha sans se retourner. « Tout le château est debout depuis l'aube. Nous avons des visiteurs. » La poitrine d'Ella s'est serrée. Des visiteurs. De la capitale. Un vieux noble avec plus de serviteurs que de dents est arrivé il y a 1 heure, exigeant une audience avec le roi. Martha a reniflé. Exigeant. Comme s'il avait le droit d'exiger quoi que ce soit dans cette maison. Ella a pris une profonde inspiration. Ce n'était rien. Les visiteurs allaient et venaient. Des seigneurs et des dames de tous les coins de Méridon passaient les portes du château. Elle n'avait aucune raison d'avoir peur, mais ses mains étaient froides, et son cœur ne voulait pas ralentir. Elle a apporté un plateau de pain et de fromage à la grande salle, gardant la tête baissée, comme elle le faisait toujours. La salle était plus animée que d'habitude. Les serviteurs se déplaçaient rapidement, ajustant les tapisseries, ajoutant des bûches au feu. À la tête de la table était assis William, son visage illisible, ses doigts enroulés autour d'une coupe de vin qu'il n'avait pas touchée. En face de lui était assis un homme qu'Ella n'avait jamais vu auparavant. Il était vieux, son visage était ridé et étroit, ses yeux petits et vifs comme des éclats de silex. Sa cape était d'un riche velours, vert foncé avec des broderies d'argent, et il portait une lourde chevalière à sa main droite. Il souriait, mais le sourire n'atteignait pas ses yeux. « Votre grâce est très aimable de me recevoir avec si peu de préavis », a dit le vieil homme, sa voix douce comme de l'huile. « Je viens porter les salutations de la capitale, et une petite affaire qui requiert votre attention. » William n'a rien dit. Il a simplement regardé l'homme, son regard froid et constant. Le vieil homme s'est penché en avant. Une affaire de justice, votre grâce, un fil du passé qui n'a pas été noué et qui doit l'être avant qu'il ne se défasse davantage. Ella a posé le plateau sur le buffet. Elle devrait partir. Elle savait qu'elle devrait partir, mais ses pieds ne bougeaient pas. Les yeux du vieil homme ont balayé la pièce nonchalamment, et puis se sont arrêtés. Il la regardait. Son sourire n'a pas changé. Mais quelque chose dans ses yeux a changé. Une lueur de reconnaissance, un éclat sombre et satisfait. « Eh bien, a-t-il dit doucement. « Il semble que le fil se soit égaré jusque dans votre propre salle, votre grâce. » La mâchoire de William s'est crispée. Il ne s'est pas tourné pour regarder Ella. Il a gardé les yeux fixés sur le vieil homme. « Parlez clairement, Lord Aldrich. Lord Aldrich. »
Le nom a frappé Ella comme un coup de poing dans la poitrine. Elle connaissait ce nom. Elle l'avait entendu chuchoter dans les coins sombres du village, prononcé par des adultes qui se taisaient dès qu'elle entrait dans une pièce. Lord Aldrich, l'homme qui avait accusé son père de trahison, l'homme qui avait amené les gardes à leur porte, l'homme qui avait détruit sa famille. Eleanor de Thornwood, a dit Lord Aldrich, savor en chaque syllabe. Fille de Thomas de Thornwood, exécutée pour haute trahison contre la couronne il y a 12 ans. Je me demandais ce qu'elle était devenue. Je supposais qu'elle était morte dans les rues, comme le font souvent les enfants de traîtres. La vision d'Ella s'est brouillée. Ses mains tremblaient. Elle ne pouvait plus respirer. Et pourtant, la voilà, a continué Lord Aldrich, sa voix dégoulinant de fausse pitié. Servant du pain dans votre salle, comme c'est approprié. William a posé sa coupe. Le son était doux, mais il a fait taire la pièce. Lord Aldrich, a-t-il dit, sa voix basse et calme. Vous ne parlerez plus d'elle sur ce ton. Les sourcils du vieil homme se sont haussés. Votre grâce, je ne veux pas vous offenser, mais la loi est claire. Le sang d'un traître porte une tache qui ne peut être lavée ni par le temps, ni par la distance. Sa présence dans votre château est un risque. Je suis ici pour offrir mon aide pour éliminer ce risque. Ella a fait un pas en arrière. Son épaule a heurté le mur. Elle voulait courir. Elle voulait disparaître. Mais la voix de William l'a maintenue en place. Elle est sous ma protection, a-t-il dit. Ce n'est pas un sujet de discussion. Le sourire de Lord Aldrich s'est affiné. Votre grâce, je comprends votre générosité. Mais il y a ceux dans la capitale qui se souviennent de l'affaire Thornwood. Si la nouvelle leur parvient que la fille du traître a trouvé refuge dans votre salle, des questions seront posées. Des questions qui pourraient ne pas avoir de réponse favorable. Alors qu'il les pose. Votre grâce, vous avez délivré votre message. William s'est levé de sa chaise. Il était plus grand que le vieil homme d'une bonne tête, et l'autorité froide dans sa voix a fait vaciller les bougies. On vous donnera une chambre pour la nuit. Le matin, vous partirez. Et vous ne lui parlerez plus. Les yeux de Lord Aldrich se sont rétrécis. Pendant un instant, le masque de courtoisie a glissé, et Ella a vu ce qui se cachait en dessous. Une cruauté froide et calculatrice, qui n'avait pas vieilli d'un jour en 12 ans. « Très bien, votre grâce », a-t-il dit, en se levant avec une révérence qui était juste à la limite de la moquerie. « Mais je vous exhorte à considérer votre position avec soin. Le passé a une façon de se répéter quand il n'est pas correctement enterré. » Il s'est retourné et s'est dirigé vers la porte, sa cape de velours frôlant le sol. En passant devant Ella, il s'est arrêté. « Votre père avait le même feu dans les yeux », a-t-il murmuré si bas que seule elle pouvait l'entendre. Cela ne l'a pas sauvé. La salle était silencieuse. Les serviteurs se tenaient figés, incertains de ce dont ils venaient d'être témoins. William est resté debout, le dos tourné à Ella, ses mains agrippant le bord de la table. « Martha », a-t-il dit, sa voix rauque, « emmène-la à la cuisine. Assure-toi qu'elle mange. » Martha est apparue aux côtés d'Ella, sa main ferme sur le bras d'Ella. « Viens, mon enfant, viens avec moi. » Mais Ella ne pouvait pas bouger. Ses jambes étaient vides. Sa poitrine était une cage d'épines. Elle a regardé le dos de William, la tension dans ses épaules, la façon dont ses mains ne lâchaient pas la table. Il l'avait défendu, devant un homme qui pouvait le détruire avec des rumeurs et des chuchotements. Il s'était levé et avait dit qu'elle était sous sa protection. Mais elle savait de quoi Lord Aldrich était capable. Elle l'avait vu une fois auparavant, et elle était terrifiée que l'histoire soit sur le point de se répéter. William, a-t-elle murmuré si doucement qu'il n'aurait pas pu l'entendre. Mais il s'est retourné, et pendant un instant, dans la lumière grise du matin, ses yeux ont rencontré les siens. Il n'y avait aucune froideur en eux, aucune distance. Il n'y avait qu'une détermination silencieuse et féroce. Le regard d'un homme qui avait déjà fait son choix, même si le monde ne l'avait pas encore rattrapé. Il n'a pas parlé. Il n'en avait pas besoin. Mais Ella a compris. La tempête n'était pas passée. Elle avait seulement changé de forme, et elle venait pour eux deux. Le matin est arrivé, gris et lourd, comme si le ciel lui-même savait ce qui allait se passer. Ella n'avait pas dormi. Elle était restée assise près de la fenêtre de sa petite chambre, regardant les étoiles s'éteindre une par une, essayant de se préparer à ce qu'elle savait être imminent. Lord Aldrich n'avait pas quitté le château. Il avait pris une chambre dans l'aile est, et les serviteurs chuchotaient qu'il avait envoyé un cavalier à la capitale avant le lever du soleil.
William avait convoqué une audience formelle dans la grande salle, une audience publique. Tout le château était au courant maintenant. Les servantes de cuisine parlaient à voix basse. Les gardes se tenaient plus droits que d'habitude. Même Martha, qui avait essayé de donner à Ella un morceau de pain à l'aube, n'avait pas pu la regarder dans les yeux plus d'une seconde. « Mange, mon enfant », avait dit Martha, sa voix plus rauque que d'habitude. « Tu auras besoin de tes forces. » Mais Ella ne pouvait pas manger. Son estomac était un nœud de peur et d'autres choses, quelque chose qui ressemblait dangereusement à de l'espoir. Quand la cloche a sonné pour l'audience, elle s'est dirigée vers la grande salle sur des jambes qui ne semblaient pas lui appartenir. Les portes étaient ouvertes. La salle était pleine. Des nobles se tenaient le long des murs. Des serviteurs s'entassaient à l'arrière. Et tout au fond, sur l'estrade de pierre, était assis William. Il ne portait pas sa couronne. Elle l'a remarqué immédiatement. Il portait une simple tunique sombre, ses cheveux dénoués, son visage illisible. Mais ses yeux, quand ils l'ont trouvé dans la foule, n'étaient pas froids. Ils étaient constants. Il disait « Je suis là, fais-moi confiance ». Elle a pris une profonde inspiration et est entrée. Lord Aldrich se tenait à droite de l'estrade, les mains jointes dans le dos, son expression d'une patience étudiée. C'était un homme grand, mince, aux cheveux d'argent et aux yeux sans chaleur. Quand il a vu Ella entrer, il a souri. Ce n'était pas un sourire aimable. « Votre Majesté » a dit Lord Aldrich, sa voix douce comme de la pierre polie. « Je suis reconnaissant de cette occasion de clarifier une affaire qui a manifestement été mal comprise. La jeune fille est la fille de Thomas de Thornwood, un homme reconnu coupable de trahison et exécuté il y a 12 ans par le décret de votre propre père. J'ai simplement souligné que sa présence ici est une irrégularité légale. La sentence de souillure s'étend à la famille. Elle ne devrait pas être dans ce château, et encore moins sous votre protection. » William n'a pas répondu immédiatement. Il a regardé Lord Aldrich avec une expression qui ne contenait aucune colère, seulement une patience silencieuse et terrible. « Il y a 12 ans, » a dit William lentement, « mon père était malade. Il était dans les derniers mois de sa vie. Le jugement contre Thomas de Thornwood a été signé par un conseil de nobles, pas par le roi lui-même. Vous souvenez-vous des noms sur ce jugement, Lord Aldrich? » Le sourire de Lord Aldrich a vacillé. J'étais l'un d'eux. Oui, avec Lord Harrow et Lord Vance. C'était une décision unanime basée sur les preuves présentées. Quelles preuves? La voix de William était toujours calme, mais il y avait maintenant un tranchant en dessous. J'ai passé la nuit à lire les archives de ce procès. Aucun témoin de Thornwood n'a été appelé. Aucun document présenté qui pourrait être vérifié de manière indépendante. La seule preuve était une seule lettre signée du sceau de Thomas, avouant une conspiration avec le royaume voisin. Une lettre qui, selon les archives, a été trouvée dans son propre bureau. Ce qu'il n'a pas nié, a dit Lord Aldrich. Parce qu'on ne la lui a jamais montré, a dit William. Sa voix s'est élevée, non pas en volume mais en poids. Il a été arrêté à l'aube, il a été jugé à midi, il a été exécuté au coucher du soleil. Il n'a jamais vu la lettre, il n'a jamais eu la chance de parler pour sa propre défense. Un murmure a parcouru la salle. Ella a senti ses mains se mettre à trembler. Elle le savait, elle l'avait toujours su. Mais l'entendre dire à voix haute dans cette salle, devant tous ces gens, le rendait réel d'une manière qu'elle ne s'était jamais autorisée à accepter. Le sang-froid de Lord Aldrich s'est fissuré. « Votre Majesté, avec tout le respect que je vous dois, vous rouvrez une affaire classée sur la base de la parole d'une fille de cuisine. Une fille dont le propre père a servi ce royaume pendant 20 ans, a interrompu William, dont le père a mené la défense de la frontière et contre 3 invasions, dont le père a été décoré de l'ordre du chêne d'argent par mon grand-père. » Il s'est levé, et le mouvement a fait taire toute la salle. « J'ai trouvé quelque chose, Lord Aldrich, quelque chose qui était enterré dans les archives, caché derrière un faux mur dans l'ancienne salle des archives. Peut-être savez-vous de quoi je parle. » Le visage de Lord Aldrich est devenu pâle. William a sorti de sa tunique un morceau de parchemin plié. Il était jauni par l'âge, les bords s'effritant. « Ceci est une lettre, » a-t-il dit en la tenant en l'air pour que toute la salle puisse la voir. « Écrite de votre main, Lord Aldrich, adressée au royaume voisin. Dans celle-ci, vous offrez de livrer les défenses de l'Est à leur armée en échange du contrôle des terres de Thornwood. » La salle a explosé.
Ella a entendu les halètements, les cris, les exclamations d'incrédulité, mais elle ne pouvait pas les entendre clairement. Tout ce qu'elle pouvait entendre, c'était le sang qui battait à ses oreilles. Tout ce qu'elle pouvait voir, c'était le parchemin dans la main de William, la preuve que son père était mort pour rien, qu'il avait été assassiné pour satisfaire la cupidité d'un autre homme. Lord Aldrich a fait un pas en arrière. Son visage était cendré. C'est un faux. Quelqu'un a... Devons-nous comparer l'écriture? Dit William doucement. J'ai une douzaine de vos lettres de la même année. Le sceau correspond, l'encre correspond, et la date, il a fait une pause, laissant le silence s'étirer. La date est 3 jours avant que mon père ne tombe malade. 3 jours avant que vous ne précipitiez le procès. Vous saviez qu'il n'aurait pas la force de le contester. Lord Aldrich n'a rien dit. Sa bouche s'est ouverte et fermée, mais aucun mot n'est sorti. William s'est tourné pour faire face à la salle. Thomas de Thornwood était innocent. Il a été assassiné par un homme qui voulait se taire. Son titre et sa fille. Cette jeune fille, qui a été appelée fille de traître toute sa vie, a porté un fardeau qui n'a jamais été le sien. Il a regardé Ella. Toute la salle l'a regardé. Et à ce moment-là, William a fait quelque chose que personne n'attendait. Il est descendu de l'estrade. Il a traversé le sol en pierre, ses bottes résonnant dans le silence. Et quand il l'a atteinte, il lui a pris la main. « Je me tiens devant vous tous », a-t-il dit, sa voix portant jusqu'au coin le plus éloigné de la salle. « Et je dis ceci, Eleanor de Thornwood n'est pas une traîtresse. Son père était un fidèle serviteur de ce royaume. Et elle a été lésée depuis trop longtemps. » Il a baissé les yeux sur elle, et sa prise s'est resserrée. À partir de ce jour, Méridon est sa maison, et quiconque parle contre elle, parle contre moi. Ella ne pouvait pas parler. Des larmes coulaient sur son visage. Elle n'a pas essayé de les essuyer. Lord Aldrich a été escorté hors de la salle en silence. Les nobles ont incliné la tête, et Martha, debout à l'arrière, pleurait ouvertement. William n'a pas lâché sa main. Il l'a conduite hors de la grande salle, devant les serviteurs stupéfaits, devant les gardes qui se tenaient au garde-à-vous, devant la lumière du soleil qui filtrait par les hautes fenêtres. Il l'a conduite dans un petit jardin derrière le château, un endroit où les roses poussaient à l'état sauvage et où la fontaine ne fonctionnait plus depuis des années. Et là, dans le calme, sans personne pour les regarder, il a lâché sa main, seulement pour lui prendre le visage entre les siennes. « Tu n'es pas seule, a-t-il dit. Tu n'as jamais été seule. Je te vois, Eleanor. Je te vois tout entière. » Elle ne trouvait pas les mots, mais elle n'en avait pas besoin. Elle s'est appuyée contre ses mains, contre la chaleur de ses paumes, et pour la première fois en 12 ans, elle s'est laissée pleurer. Pas de chagrin, mais de soulagement. La vérité était révélée. Son père était libre, et elle n'était plus invisible. 1 an plus tard. Le printemps est arrivé tard à Méridon cette année-là, mais il est arrivé avec obstination, poussant des pousses vertes à travers la dernière croûte de gel. La cour du château avait changé. Là où il y avait autrefois de la pierre nue et la boue piétinée des bottes des soldats, il y avait maintenant une parcelle de terre molle, bordée de basses planches de bois qu'Ella avait elle-même clouées. Ce n'était pas un grand jardin. Les rangées étaient inégales. Certaines plantes penchaient d'un côté, et le romarin avait été planté trop près de la menthe, ce qui, selon Martha, envahirait tout le royaume avant le milieu de l'été. Mais c'était le sien. Et chaque matin, avant que le château ne se réveille, elle sortait, les mains dans la terre et le cœur tranquille. Elle avait appris à laisser le silence être doux. Le premier mois après le procès avait été étrange. Les gens du village la regardaient différemment maintenant. Pas avec la vieille suspicion, mais avec quelque chose qui oscillait entre la culpabilité et la gêne. Quelques-uns étaient venus à la porte du château pour lui présenter des excuses qu'elle ne savait pas comment accepter. Une vieille femme lui avait mis une miche de pain dans les mains et avait dit « Votre père a sauvé la vie de mon fils à la bataille du Gué-Gris. Je n'ai jamais oublié. J'avais juste trop peur de parler. » Ella n'avait pas su quoi dire. Elle avait pris le pain, hoché la tête, et l'avait ramené à la cuisine où elle s'était assise sur un tabouret et avait pleuré dans ses mains pendant que Martha faisait semblant de ne pas remarquer. « Tu vois, » avait dit Martha plus tard, en faisant glisser une tasse de thé sur la table. La vérité remonte toujours à la surface. Comme la crème, ça prend du temps, mais ça y arrive. Ella avait souri à travers ses larmes. « Tu m'as dit un jour qu'un bon bol de soupe chaude peut tout surmonter. Je maintiens. Je crois que je suis prête pour la soupe maintenant. » Martha avait ri.
un rire fort et plein, et le son avait rempli la cuisine comme la lumière du soleil. Le jardin avait été l'idée de William. Il l'avait trouvé un après-midi dans le vieux jardin d'herbe derrière la tour est. Une parcelle de terrain qui avait été négligée pendant des années, étouffée par les mauvaises herbes et les racines mortes. Elle était à genoux, tirant sur un chardon tenace, les manches retroussées et une tache de terre sur la joue. « Qu'est-ce que tu fais » avait-il demandé. Elle avait levé les yeux, surprise. « Je ne sais pas. Je voulais juste voir si quelque chose poussait encore ici. » Il était resté là un long moment, les mains jointes dans le dos, son expression illisible. Puis il avait dit, « Je ferai retourner la terre pour toi, et je te donnerai des planches pour une bordure. Tu n'es pas obligé. Je sais que je ne suis pas obligé. » Et c'était tout. Le lendemain matin, 2 serviteurs étaient arrivés avec des pelles et une charrette de terre fraîche. À midi, la parcelle était prête. Le soir, Ella avait planté ses premières graines, lavande, camomille, sauge et un petit brin de romarin qu'elle avait supplié au jardinier en chef du château. Elle n'avait pas remercié William correctement. Elle n'avait pas su comment. Mais cette nuit-là, elle avait laissé un petit bouquet de lavande séché sur le bureau de son cabinet, noué avec un morceau de ficelle. Il n'en avait pas parlé, mais la lavande est restée sur son bureau, et elle la voyait là, chaque fois qu'elle passait sa porte. Le soleil du matin était chaud sur ses épaules, alors qu'elle s'agenouillait dans le jardin, plantant une nouvelle rangée de thym dans le sol. Ses doigts étaient couverts de terre, et il y avait une tache de boue sur son nez. Elle s'en fichait. Elle a entendu des pas derrière elle. Lords délibérés, le genre de pas qui appartiennent à un homme qui n'a pas besoin de s'annoncer. « Tu plantes trop près du bord », a dit William. Elle ne s'est pas retournée. « Tu ne connais rien au jardinage. Je sais que le thym a besoin de place pour s'étendre. » Elle a fait une pause, puis l'a regardé par-dessus son épaule. Il se tenait au bord de la parcelle, les bras croisés, son expression sérieuse. Mais il y avait un pli au coin de sa bouche, le plus petit soupçon de sourire, le genre qu'il ne montrait encore que lorsqu'il pensait que personne d'important ne regardait. « Tu viens de faire une blague de jardinage » a-t-elle demandé. « Je ne fais pas de blague. » Ça ressemblait étrangement à une blague. C'était une observation factuelle. Elle a ri. C'était un petit son, silencieux et surpris, comme si elle ne s'attendait pas à ce qu'il sorte. Mais il était réel. Le sourire de William s'est élargi, à peine, et il s'est accroupi à côté d'elle, ses genoux craquants, ses grandes mains reposant sur ses cuisses. Il a regardé le jardin, les rangées inégales, les plants penchés, le romarin qui envoyait déjà des stolons vers la menthe, et il n'a rien dit. Mais il n'en avait pas besoin. Il a tendu la main, a ramassé une petite truelle et a commencé à creuser un trou pour la plante suivante. « Tu n'es pas obligé d'aider, » a dit Ella. « Je sais que je ne suis pas obligé. Tu vas te salir les mains. » J'ai eu pire dessus. Elle l'a regardé un instant. Cet homme qui pouvait commander des armées, qui pouvait faire taire une pièce d'un seul regard, qui ne s'était agenouillé devant personne ni rien. Et elle le regardait s'agenouiller dans la terre à côté d'elle, ses doigts maladroits avec la truelle, son front plissé de concentration alors qu'il essayait de faire le trou droit. Il était très mauvais. Le trou était trop profond et la plante allait probablement se noyer. Mais il était là. Il essayait. Et ça, réalisa-t-elle, c'était tout. Plus tard, quand le soleil était monté plus haut et que le jardin était terminé, ils se sont assis sur le muret de pierre au bord de la cour. Un chat gris maigre, le même que William nourrissait en secret, s'est approché et s'est frotté contre ses bottes. « Tu devrais le nommer », a dit Ella. « Le chat ? Je sais que c'est un chat. Il n'est pas à moi. Il te suit partout. Il suit la nourriture que je lui donne. Il y a une différence. » Elle a souri et s'est penchée pour gratter le chat derrière les oreilles. Il a ronronné, un son rauque et vibrant, et s'est appuyé contre sa main. « Il n'est pas si dur », a-t-elle dit. « Qui ? Ni l'un ni l'autre. » William est resté silencieux un long moment. Puis il a dit « Non, je suppose que non. » Elle l'a regardé. Les rides autour de ses yeux semblaient plus douces qu'un an auparavant. La façon dont sa main reposait sur le muret, assez proche pour qu'elle puisse sentir sa chaleur sans la toucher. « Tu n'es pas obligé de rester ici toute la matinée, » a-t-elle dit. « Je sais. Tu n'as pas un royaume à diriger ? Il peut attendre. » Elle a baissé les yeux sur ses mains, encore sales du jardin, et a senti quelque chose s'installer dans sa poitrine. Quelque chose de chaud et de constant, comme la première braise d'un feu qui ne s'éteindrait pas. « William » a-t-elle dit doucement.
Il s'est tourné pour la regarder. Merci. Pour tout. Pour m'avoir cru. Pour avoir cru en mon père. Pour... Elle a fait un geste vague vers le jardin, le château, le ciel. Pour tout ça. Il est resté silencieux un moment. Puis il a tendu la main et a pris la sienne. Sa main sale et calleuse, sentant encore la terre et le thym, et l'a tenue doucement dans la sienne. « Tu n'as pas à me remercier, a-t-il dit. Tu as juste à rester. » Elle l'a regardé. L'homme qui avait été autrefois un étranger, un roi, une ombre froide dans la grande salle, et elle a vu ce que personne d'autre ne voyait. La solitude, la peur, la fin de quelque chose de réel. « Je ne vais nulle part, a-t-elle dit. Et elle le pensait. Le chat s'est enroulé à leurs pieds. Le soleil est monté plus haut. Le jardin, de travers, imparfait et plein d'espoir, poussait tranquillement dans la lumière du matin. Et quelque part dans la cuisine du château, Martha était déjà en train de faire chauffer la soupe. Et ainsi, cher ami, le jardin a poussé. Pas droit, pas parfait, mais vivant. Et le roi Alpha a appris que parfois, la chose la plus courageuse qu'un roi puisse faire est de s'agenouiller dans la terre à côté de quelqu'un qu'il aime. Si cette histoire vous a touché, laissez un mot pour me dire d'où vous écoutez. Et dites-moi, est-ce que William a mérité sa seconde chance ?